Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Est-ce que c'est bon pour toi ? Ouais, ça va. On est parti ? Allez, let's go. Merci beaucoup de me recevoir et de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi ce matin, avec ce beau soleil. Tu le sais, nous sommes dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. Nous allons donc garder ton identité et ton métier secret. Et là, tu es en train de croiser les doigts. Il n'y a pas de caméra pour vous montrer ça. On va faire notre mieux et notre maximum en tout cas. Mais pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Je vais super bien. C'est une belle journée qui démarre. Ok. Peine de peps ? Ouais, c'est souvent. C'est souvent ? Souvent pleine de peps. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes, sans trop en dévoiler ? On est dans un endroit que j'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que j'y passe beaucoup de temps et que j'aime passer du temps dans cet endroit, avec les personnes qui le fréquentent. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Sans trop dire non plus ce que je C'est ça, c'est un travail macro. Pourquoi tu l'affectionnes ? C'est le lieu, c'est l'ambiance, Je l'affectionne parce que c'est un lieu qui est propice à la réflexion. Et pour quelqu'un qui est souvent dans l'action comme moi, arriver à me poser pour réfléchir, prendre un peu de hauteur, c'est assez intéressant. Donc on est au milieu de la nature, ça j'ai le droit de le dire, dans un très beau domaine qui, comme tu as pu le remarquer en arrivant, pose le cadre. Complètement. Et qui est caché. Et qui est un petit peu caché. Oui, parce que c'est l'idée. Je réfléchis, alors on n'est pas Bouddha non plus, soyons clairs, c'est pas une grotte, on n'est pas des ermites. Mais il n'empêche que le fait de par moments un petit peu s'isoler dans ces vies très actives que nous avons tous et toutes, nous permet de poser une réflexion qui peut être un petit peu différente. Et donc c'est ce que je m'invite et j'invite certaines personnes à faire. Ok, on va pas en dire plus. On va pas en dire plus. Tu vas aller trop loin. Sinon je risque de dérouler. C'est pas évident comme exercice. Et commençant à te connaître, tu vas dérouler très vite. Oui, c'est ça. Quand tu mets une pièce, c'est facile. Jamais elle s'arrête. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Ouais. Tu vas prendre un dé dans cette besace que tu vas tirer au hasard. D'accord. Un seul dé. Un seul. Voilà. Violet. Ta couleur préférée ? Non. Non. Mais j'aime bien. Est-ce que tu veux ta couleur préférée ou pas ? Oui, je voudrais du bleu. Du bleu ? Ok. Tu donnes le choix. Eh ben, je te donne le choix. Ah, pétard, il y a du bleu, ça y est. Tac. On a 6 thématiques qui sont l'amour, le travail, l'amitié, le handicap, réussir sa vie. Je te propose de lancer le dé et de partir au hasard de la discussion. Allez, let's go. 5. Le handicap. C'est une bonne question. Que je n'ai pas encore posé. Mais C'est une bonne thématique. t'as envie de dérouler directement. Qu'est-ce qui te vient en tête ? En fait, bien souvent, je pense qu'il y a une réalité sur le handicap, tu vois. Mais cette réalité, elle est énoncée par rapport à une norme. Et c'est ça qui me... Je me dis, est-ce que si demain, ou si hier, on était tous nés, je caricature, aveugles ou borgnes, bah celui qui a des 2 yeux, c'est lui l'handicapé. Tu vois ? Et c'est souvent ça que ça m'évoque en fait quand on parle de handicap. On va s'arrêter. Alors il y a des choses effectivement peut-être. T'as le handicap moteur, t'as le handicap. Tu vois, dès que tu parles de forme d'autisme, il y a différentes sortes de handicap, mais qui au final forment aussi une communauté de personnes qui ne sont pas comme la norme qui a été édictée dès le début. Ok, donc on est sur un type de norme ou une. En fait, elle est où la norme ? Ok. Et alors, c'est pas moi qui ai décidé, visiblement, il y en a un là-haut qui a décidé qu'à un moment donné, il fallait qu'on ait 2 bras, 2 jambes, 2 yeux. Mais s'il avait décidé un œil, ben, ceux qui en avaient 2, c'était qui ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est par rapport à quelque chose. Alors, le handicap, c'est pas non plus c'est pas forcément un problème, c'est ce qui t'empêche peut-être de faire des choses que la majorité peut faire. Et pour autant, est-ce que ça change ce que tu es ? Et est-ce que ça te permet de faire des choses que la majorité ne peut pas faire ? Exactement aussi. Et ça va chercher chez toi,
On l'a vu, tu vois, moi sur les Jeux paralympiques, à chaque fois, je parle de ça parce que c'est le truc le plus récent qui me vient à l'idée, c'est assez incroyable ce qu'ils font. Et peut-être qu'effectivement, s'ils n'avaient pas eu ces accidents de la vie, qui les font sortir de ce côté normé de la communauté globale, ben, ils n'auraient peut-être pas développé ce talent. C'est peut-être aussi une source inépuisable de talent, en fait, le handicap. Et je trouve qu'on a souvent un regard un petit peu embêté, tu vois, un peu « ah, les pauvres », tu vois. Alors qu'en fait, si tu considères que ce sont des êtres humains avec leur scorie, ce qui leur appartient, je pense que c'est déjà les considérer comme toi. Tu vois, pourquoi et après, on est obligé, tu vois, il y a peut-être, c'est comme pour l'égalité homme-femme, à un moment donné, tu es quand même obligé d'édicter des règles, des lois, parce que sinon, c'est l'ascendant du plus fort sur la minorité, tu vois. Et en même temps, le regard qu'on porte, il ne doit pas être édicté par ces règles-là. C'est-à-dire, au quotidien, j'ai pas besoin de règles pour me comporter de manière, quand je dis normal, considérer que la personne en moi qui a peut-être un bras en moins, qui est peut-être un peu plus dans son monde parce qu'elle a une forme d'autisme, elle ne mérite pas, tu vois, un échange avec moi. Du coup, c'était quoi ta question ? J'en avais pas, mais c'est ça qui est bon, c'est que je l'ai pas encore posée, t'es partie toute seule. Du coup, j'ai ma question. Ouais. Qu'est-ce que tu considères comme un handicap ? Qu'est-ce que je considère comme un handicap ? Qu'est-ce que je considère comme un handicap ? Est-ce que, de ce que je viens de te dire, est-ce que j'ai vraiment, tu vois, quelque chose d'écrit sur le handicap ? Je crois pas. J'ai un avis sur le handicap, mais oui, alors un handicap, c'est peut-être quelque chose qui peut t'empêcher, si tu en as conscience, de faire une action que tu aimerais faire, mais que tu ne peux pas. Tu vois, ça peut être ça. Ok. Ça peut être ça. Mais tu vois, là, ce que je te dis, en même temps, je me contredis. Et tu vois, moi, je décide dans l'exercice de ce podcast, tu vois, d'être vraiment dans l'instant. Et là, tu vois, quand je te dis ça, je me dis, mais à l'inverse, c'est que j'en ai conscience de ça. Et peut-être que c'est aussi OK que j'ai pas envie de me faire un 500 mètres en courant. Je sais pas, tu vois. C'est parce que tu veux pas ou tu peux pas ? Ouais. C'est parce que, en fait, tu peux ne pas pouvoir le faire et avoir l'envie de. Et ce qu'on disait précédemment, c'est OK, je ne peux pas comme ça, tu vois. Je vais me faire un 500 mètres en 9 secondes. Je pense que ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Mais en même temps, si je le fais en 10 minutes, est-ce que c'est un problème ? Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est de faire le 500 mètres ou c'est de faire du temps ? Qu'est-ce qui m'empêche de ça ? Et le handicap dans tout ça ? Et le handicap dans tout ça, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de handicap. En fait, souvent, tu sais, quand en yoga, qu'on m'a dit, et ce qu'on te dit, c'est que tu es responsable de tes propres limitations. C'est le mot anglais, je pense, à limitations, tu vois. Et si moi, je considère que quelqu'un a déjà des limitations sans même le connaître ou juste sur un aspect physique, c'est ignorer ce qu'il est, c'est pas lui donner sa place en tant qu'être vivant, tu vois. Donc c'est plus ça qui m'interpelle et qui peut-être des fois peut me rendre mal à l'aise avec la notion de handicap. Quand je dis mal à l'aise, c'est que on a besoin, est-ce que c'est la société qui demande ça, mais on a besoin de mettre les gens dans des cases. La norme au sens industriel, c'est normé d'être... c'est normé, c'est-à-dire si tu n'es pas, si entre guillemets, t'es dans un fauteuil roulant, si t'as été reconnu comme avoir une forme de spécificité cognitive, retard cognitif qui fait que, etc., là tu rentres pas dans la grosse case des personnes qui sont qui ont été considérées avec un cerveau bien foutu, 2 bras, 2 jambes, etc., alors que on connaît tous des cons quand même. Tu vois, et t'as pas besoin d'être handicapé pour te dire ah mais ce gars-là, en fait, il peut pas être, c'est pas une bonne personne ou c'est pas une belle personne, en tout cas pas par rapport à moi mes valeurs. Donc finalement le handicap c'est quoi ? C'est un truc que t'as en plus et pas forcément en moins. Ok. Tu vois. Alors du coup, est-ce que le talent pour toi était un handicap ? Est-ce que le talent est un handicap ? Ouais. Non. Non, c'est pas un handicap, c'est une manière de pouvoir exprimer ce qu'on a au fond de soi, ce qui nous fait plaisir, parce que dans le talent il y a quand même quelque chose de l'inné. Et pas de l'acquis, je crois. Et donc dans l'inné, c'est ce que je suis. Donc finalement, que je naisse avec ce qui est considéré comme un handicap ou je naisse normale, finalement ce talent-là, je l'exprime comme je veux parce que ça va chercher quelque chose de profond chez moi, dans mes valeurs, dans ma motivation, dans ma personnalité. Voilà, je pense que le talent, il est là. C'est pas pareil que l'expertise. Tu vois, souvent on parle dans le métier, dans le boulot. L'expertise, du coup, c'est de l'acquis. L'expertise, pour moi, ça devient de l'acquis. C'est quelque chose que j'apprends, je développe une compétence. Le talent, c'est quelque chose que je peux potentiellement faire, même si ça me demande un peu de travail, mais que je fais facilement, tu vois, ou je prends plaisir à le faire, même dans la souffrance. Ok, merci beaucoup. Tout ça avec une seule question. Je te propose de partir sur une deuxième thématique. Pas le 5 alors, du coup. Non, pas le 5. Le 1. L'amour. Ouf. C'est un peu le grand écart quand même, celle-là. Mais c'est ça qui est génial, c'est le hasard de la discussion. L'amour. Est-ce que tu veux partir en freestyle ou je te pose une question ? Pose-moi une question. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus aimé dans une relation ? Ce
qui me fait sentir le plus aimée, c'est quand on respecte ce que je suis. Je pense que c'est beaucoup de personnes, c'est ça quand même. C'est quand on respecte ce que je suis et qu'on me laisse la liberté de l'exprimer. C'est-à-dire qu'on voit qui je suis et que j'ai cette liberté de pouvoir exprimer ce que je suis, même si la personne en face de moi est peut-être à l'inverse ou à l'opposé de moi, de mon tempérament, de ma manière de vivre, de voir. Et on parle amour amoureux ou amour avec un grand A. Et donc derrière, on a les amis, la famille, il y a tout ça, quoi. On peut parler des deux si tu veux. Tu veux commencer par l'un, par l'autre? Non, mais l'amour, c'est ça. Et moi, j'ai franchement besoin... Enfin, c'est pas que j'ai besoin, mais ça me nourrit. De me sentir regardée avec... c'est pas de l'admiration, mais tu vois, que la personne soit fière d'être avec moi. Ok. Là, on parle du grand amour. Ouais, voilà, tu vois. Et ça me nourrit vraiment. Et moi, pareil, en fait. J'ai l'impression... C'est pas une question d'admiration, tu vois, mais j'aime poser des yeux d'amour sur maintenant mon époux. Et voilà, parce que je pense que c'est important. Et c'est aussi accepter, et ça, je pense que c'est avec la maturité quand même. Parce que je pense qu'au tout début, quand tu as 24 balais, tu es vraiment dans une forme de fantasme de l'autre qui est juste une image que tu projettes de ce que ça doit être. Je trouve qu'en vieillissant... Grandissant. Hein? En grandissant. En grandissant. Et en devenant expérience, non mais moi je suis séparée, tu vois, j'ai eu 2 enfants avec quelqu'un d'extra, tu vois, mais voilà, on s'est séparés et la vie, c'est comme ça. Et je trouve que quand tu grandis et que tu vieillis, petit à petit, tu te connais un peu mieux et tu comprends qu'en fait, cette espèce de leurre du début qui est de dire « Ah ouais, alors moi, franchement, mon amoureux, il doit cocher telle case, telle case, telle case. » Tu fais hyper bien. Mais ouais. J'ai des ados à la maison, donc autant dire que ça marche bien. En fait, tu te rends compte qu'en vieillissant, ce qui est hyper intéressant, c'est de ne pas avoir de case cochée. Et c'est de se laisser cueillir par un truc qui va te surprendre. Et attention, c'est pas la surprise, genre « Oh mon Dieu, il fait un truc incroyable !» Mais c'est se laisser la liberté, et la liberté à l'autre, de nous surprendre avec un sujet, un comportement, des valeurs que t'as pas écrites. Et que quand tu t'es touché par ça, c'est presque ça la grâce, quoi, tu vois. C'est que t'es cueilli par un truc que t'avais pas prévu. Et c'est ça qui, je pense, est hyper intéressant. Et je tire le fil, du coup, c'est un sujet que j'adore. Je tire le fil, c'est que dans l'amour, c'est pas juste, voilà, je regarde et je suis cueillie par sentiment. Ce qui m'intéresse, c'est la construction du lien. Et on a beaucoup parlé avec mon mari, d'ailleurs, sur ce sujet-là, c'est que dans un premier temps, t'as une forme d'évidence, tu vois, parce que t'es cueillie par le truc, tu dis, c'est évident, mais c'est sans être le coup de cœur, hein, pas le coup de foudre. Moi, je te parle vraiment, tu vois, tu rencontres la personne et tu sens qu'il y a une fluidité. Il y a une fluidité, il y a un truc qui se passe, ça peut rester au stade d'amitié, ça peut grandir, tu sais pas, tu vois, le truc, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de calculé. Et petit à petit, tu as une construction de lien. Et d'un coup, tu te dis, en fait, c'est avec cette personne que j'ai envie d'être. Vraiment, en fait. Pas juste... Et ce lien, ce qui est intéressant, c'est qu'il continue à se construire tout au long, pas de ta vie avec, mais pas loin, en fait. Moi, je me dis, on s'est rencontrés, on avait la quarantaine, dans 30 ans, tu vois, on sera encore différents. On se connaîtra mieux, mais on aura construit des trucs différents. Et tu vois, ce lien, il s'épaissit aussi avec ce que tu vis, ce que tu construis, les projets que tu as. Donc le lien que tu fais avec l'amour, c'est aussi la construction de ce lien, et de ce lien dans le couple. Là, on parle du grand amour. Ouais. Et de construire au jour le jour. De se faire cueillir, de se faire respecter, d'avoir cette notion d'admiration. Après, aussi. attention, il y a une routine, hein, soyons clairs. Quand tu habites avec quelqu'un, évidemment, tous les matins, tu te lèves, tu as la tête enfarinée, puis autant dire qu'à 40 ans, tu n'es plus aussi fraîche qu'à 25. Donc, Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Je te confirme. Mince, j'ai donné une indication sur mon âge. Et j'ai un peu plus de 40 ans, cela dit. Mais c'est un peu ce sujet-là, c'est, entre guillemets, il n'y a rien de figé. Tu vois, là où je pense que ce qui, des fois, quand tu es plus jeune et que tu te rencontres, d'un coup, tu réalises, tu fais... En fait, cette personne-là, c'est un peu ce que je Florence Foresti, tu vois. Ah, j'adore, il fait de la guitare. Au bout de 2 ans, t'en peux plus qu'il joue de la guitare, quoi. Tu vois, tu dis, c'est plus possible. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec la maturité et l'expérience, et c'est ça qui est intéressant quand même, en amour et dans plein de sujets, c'est que tu te rends compte que les personnes peuvent être ce qu'elles sont et que tu apprends à les aimer comme elles sont. Pour ce qu'elles sont. Et pour ce qu'elles sont, exactement. Donc, avec ce qui est génial chez elles, et ce qui est un peu lourd aussi. Ou que ce qui était génial et qui devient un peu lourd. Et poser un regard un peu amusé là-dessus. Il y a des moments comme tout le monde, moi je suis agacée. Tu vois, et moi-même, je pense que j'agace mon conjoint, tu vois, c'est ce qui est... Attention, on n'est pas oui, quand on n'est pas chez Bisounours non plus, mais c'est intéressant, c'est ce regard et d'avoir conscience de ce truc, de dire, là, bon, ok, ça me dose. Donc on en revient à la première thématique du handicap, sur la norme.
sur la norme du handicap. Une personne handicapée, c'est une personne qui a quelque chose en moins, selon la norme, on va dire. Mais sur l'amour, pareil. C'est-à-dire que sur la norme de l'amour à 24 ans, et tu faisais hyper bien, la jeune fille, je ne sais pas du tout me lancer dessus, je me suis foiré. Moi je veux qu'il fasse de la guitare, qu'il fasse du surf, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Et c'est sortir de la norme, du coup. Alors, je ne sais pas si c'est sortir de la norme, mais c'est sortir d'une forme d'idée reçue de ce que doit être l'amour et qui est véhiculée peut-être. Tu sais, c'est comme les ados. Moi, j'ai des ados aujourd'hui. Les ados, tu te rends compte que tu ne peux pas te battre sur tous les fronts. Sinon, tu es toujours en conflit avec eux. Donc moi, il y a des sujets sur lesquels que je laisse passer. Mais ce qui est important et ce que j'ai compris, c'est que dans l'adolescence, tu as cette notion de communauté qui est hyper forte. Là où toi, aujourd'hui, à 48 ans, tu dis « Non mais moi, je m'assume, je pense ce que je pense. » Et c'est pas que j'embête les autres, mais je sais ce que je suis, tu vois, ça y est. Enfin, quand je sais ce que je suis OK. Je suis OK avec ce que j'ai pas forcément besoin d'un regard extérieur pour me rassurer sur ce que je vais être. Un ado, lui, au contraire, il a besoin du regard du groupe. Et ce que je leur dis aujourd'hui en disant « Non mais t'inquiète, ça te plaît à toi, c'est le plus important, etc. » Il entend, tu vois, mais il peut pas l'expérimenter parce que cette phase de vie, elle est nécessaire à la construction par rapport au groupe. Et ça, il le comprendra peut-être plus tard. Je pense que l'amour, c'est pareil. Tu demandes à un ado quel doit être son profil type. Voilà, un bon boulot, il est super beau, il est musclé, il est intelligent. Enfin, je veux dire, c'est le mouton à 5 pattes. Le truc, il n'arrive jamais, quoi, tu vois. Et alors qu'aujourd'hui, on est plus... En tout cas, je pense que c'est faire preuve de maturité que de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule forme de personne qui peut te convenir. Moi, tu vois, l'histoire de une seule âme sœur, je ne suis pas certaine, parce que sinon, ça veut dire que tu renies tes histoires d'amour d'avant. Et c'est un peu dommage, tu vois. Parce que je suis sûre que tous, au moment où tu es dans cette histoire-là, avant le moment un peu dégueulasse de te séparer, tu vois, au moment où tu y es, tu penses que cette personne-là, c'est la personne. Donc, ça peut être l'âme sœur sur différents niveaux, sur ce qu'elle va faire évoquer chez toi ou résonner en toi, à ces différents stades de vie. Mais moi, évidemment, que je ne suis pas la même personne à 48 qu'à 24 ans quand j'ai connu le père de mes enfants. Tu vois, il y a une espèce de grand écart de vie et d'expérience qui n'a rien à voir. Donc, c'est pas facile. Quoi. On apprend tous les jours, on évolue tous les jours. Ah, oui. Allez, on passe au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. C'est sûr? C'est sûr. Ok. Ma plus grande leçon a été de... Ma plus grande leçon a été de me laisser grandir. C'est-à-dire, est-ce que tu peux... Ce que je te dis là, je t'ai dit, j'étais vraiment dans le moment, donc du coup, je te sors le truc, après, il faut que je conscientise. Conscientise. De me laisser grandir. Je dis souvent que, tu vois, souvent les gens ils disent « Ah, moi à 20 ans, j'ai adoré mes 20 ans. Moi, j'ai détesté mes 20 ans. Je pense que j'étais vraiment pas bien. » Quand je dis vraiment pas bien, j'étais pas en dep, parce que je suis pas quelqu'un comme ça, mais quand je regarde, je pose le regard sur cette personne-là, à ce moment-là, je pense que je savais pas trop qui j'étais, tu vois, tu vois, et ça, je l'ai connu sur la fin de juste avant mes 40 ans. Alors, c'est pas les 40 ans qui ont marqué, c'est au moment de la séparation avec le père de mes enfants. J'ai fait une forme de travail, ou en tout cas, je pense que ça m'a fait réfléchir sur plein de sujets, parce que tu te sépares pas comme ça non plus. Tu vois, il y a une réflexion qui arrive avant. Et par rapport à ce que moi, je voulais et ce que j'étais. Et donc, à partir de là, ce travail-là, il a été super intéressant. Et j'ai accepté d'avancer sur ce chemin qui, je pensais, était le bon pour moi, sans culpabilité, tu vois. Et avoir un regard doux sur soi, des fois, ça aide un peu à mieux vivre le quotidien et ce qui se passe et les aléas, tu vois. Et à mieux t'accepter. Tu vois, ouais. Moi, aujourd'hui, tu vois, si je suis honnête intellectuellement parlant, je me sens vraiment bien dans les baskets. Je dis pas que ma vie est facile, comme tout le monde, tu vois, j'ai des questions, j'ai des difficultés à gérer, enfin, tu vois, des trucs émotionnels, comme tout le monde. Mais je suis moi, je suis très, très heureuse de la vie que j'ai. Déjà, j'ai la vie, alors que j'ai quelques collègues, tu vois, quand tu avances en âge, t'en as certains qui sont déjà partis et tu te dis, moi, j'ai cette chance-là, donc moi, ma vie, je l'honore vraiment. Et je suis très heureuse et je remercie d'être dans ce pays qui est pas parfait, mais qui est quand même pas mal, tu vois. J'estime que je vis dans un des pays les plus libres au monde, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'être humain, tout simplement, tu vois. Et j'habite quand même, comme tu l'as dit, on a un beau soleil, alors que de partout, c'est tout pourri. Mais tu vois, j'ai quand même un environnement qui me fait dire que je suis bien là, tu vois, ça y est, c'est OK. Ça ne sera pas parfait tout le temps, mais c'est que mon Pareto à moi, c'est mes 80 de OK, mais 20% de moins bien par moment, quoi. OK. Mon principal objectif dans la vie est... Mon principal objectif dans la vie est de continuer d'être bien avec moi-même et surtout que les gens que j'aime soient bien. OK.
C'est ce regard, pour ces personnes-là, il est important, tu vois. Que ce soit ma famille ou des amis que j'aime profondément, mais vraiment, tu vois, c'est très très profond. C'est important pour moi qu'ils soient bien, mais quand je dis bien, c'est pas juste je me sens bien, c'est qu'ils se sentent bien, eux, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, qu'ils soient alignés, qu'ils soient bien dans leur vie, en fait. Ok. Même si elle n'est pas parfaite. Tu peux les aider parfois? Oui, ça m'arrive de les aider. Ça prend pas mal d'énergie aussi, tu vois, de faire ça. Mais je me pose pas la question, en fait. En toute transparence, je me pose pas... ça vient naturellement. Et souvent, quand on parle d'amitié, tu vois, alors c'est pas un thème qu'on a abordé, mais c'est une réalité, c'est que c'est facile d'être là quand tout va bien, tu vois. Je pense que ce qui est intéressant et les gens apprécient, c'est quand à un moment donné, t'as le moins bien... Et l'épaule, elle est intéressante. Et c'est pas une faiblesse que de demander de l'aide, c'est pas une faiblesse de dire bah là je suis vraiment pas bien. Et on fait ce qu'on peut. Je dis pas que t'es la solution, mais avoir une épaule ou un bras, c'est appréciable et on a la chance de l'avoir. Quand on l'a, c'est une chance, donc faut pas s'en... Ok. Je n'ai jamais autant rigolé. Alors moi, le problème, c'est que je rigole souvent. Bah justement. Je rigole très très souvent. J'ai pas, tu vois, de moment, je te jure. Le dernier où tu t'es tapé une bonne barre de rire. Franchement, je rigole trop souvent. Je te regarde là, tu vois, je suis en train de rire et ça me... Non, c'est un vrai point. La barre de rire où je pleure et tout. Ok. Enfin, j'ai une espèce d'énergie tout le temps où, comme tu dis, on lui met une pièce, elle parle, tu lui mets une pièce, je rigole, quoi. Tu vois, okay. C'est un peu... Je te la reposerai tout à l'heure. D'accord. Là, regarde, tu notes, il est... Je la laisse et si j'y pense, je te la reposerai comme ça entre deux thématiques. Si ça se trouve, si ça va revenir, ça va être chouette. Peut-être. Question d'un inconnu. J'ai pris le parti que chaque inconnu pose une question à un autre inconnu. Okay. Je vais donc te poser la question de la dernière personne avec qui j'ai passé du temps. Alors, je ne connais pas ton statut familial, donc c'est ça qui va être touchy, mais c'est l'inconnu, pas mon inconnu. Si tes parents perdent l'autonomie, ouais. Est-ce que tu resteras avec eux? Est-ce que tu t'occuperais d'eux, quoi qu'il en coûte? Alors, sans hésitation, oui. Oui, parce que... alors, j'ai toujours mes parents. Et en effet, j'ai cette culture... Alors, tu vois, moi, je suis côté mon père juif pied noir, ma mère catholique espagnole, mais j'ai quand même une culture orientale qui est sur de rendre un peu ce qu'on a eu. Et que les vieux, on les a à la maison, tu vois. Et c'est hyper important pour moi. Je me dis, si demain, ça devait arriver, je ferai en sorte, tu vois, de pouvoir accueillir ma mère, éventuellement mon père aussi. Tu vois, mes parents sont plus ensemble, mais avec moi, tu vois, vraiment. Et de faire en sorte que ce soit le plus doux possible. Même si c'est compliqué, parce que du coup, tu passes du statut d'enfant où c'est toi qui a toujours été choyé et en fait, tu inverses les rôles. Dans ces moments-là, tu inverses les rôles. Mais je crois vraiment que nos parents... Alors après, tout dépend des relations que tu as. C'est-à-dire que ça, c'est une fois de plus à travers mon vécu, mon histoire. Complètement. Y a pas de... c'est pas dogmatique. Non, mais c'est pour ça que la question était hyper touchy et que je la pose quand même. C'est pas du tout dogmatique. Ce que je suis en train de dire, c'est que je dis pas qu'il faut que ce soit comme ça. Moi, à travers mon histoire et ce que je ressens, je pars du principe que j'ai toujours été très choyée et très aimée. Donc ça, c'est quand même... Ils m'ont très différemment, tu vois. J'ai pas eu des parents qui m'ont toujours dit t'es la plus belle. Mais tu vois, j'ai grandi dans un foyer avec un socle affectif plutôt solide. Mmh. Et je te dis, cette culture, tu vois, Asie, voire même africaine, où tu as quand même les vieux, tu les gardes à la maison, tu vois. Ils restent, ils sont avec toi. Et moi, j'aime bien, hein, tu vois. Franchement, j'aime bien quand j'ai ma mère à la maison ou j'ai ma belle-mère aujourd'hui qui est là. C'est pas un problème. Et c'est rendre aussi ce que j'ai eu. Ça me paraît... en tout cas, dans ma vision et ma posture, la moindre des choses. Ok, merci pour ton retour transparent. On passe au non-sujet. Quel est pour toi le ou un non-sujet, le sujet qui t'énerve quand il arrive sur la table? Et à te regarder, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être plusieurs. Non, le non-sujet, c'est tout ce qui a lieu à du non-débat. C'est large. C'est-à-dire que... Alors là-dedans, tu vas souvent avoir effectivement une discussion politique entre deux bords différents où à un moment tu dis « Bon, les gars, on est d'accord, vous n'êtes pas du même bord, vous essayez de vous convaincre l'un et l'autre du truc, ça ne marche pas, ben on va arrêter d'en parler. » quoi. Tu vois, ça, pour moi, c'est un non-sujet. En fait, tout ce qui est non-sujet, c'est tout ce qui génère une énergie un peu négative, tu sais, un truc qui fait te sentir pas bien.
D'accord. Donc j'ai pas une thématique particulière. Alors la politique en fait partie parce qu'il y a des choses très fortes qui m'énervent en politique. Je suis hyper déçue de ce qui se passe aujourd'hui, mais en même temps, je pense que ça ne surprendra personne, puisqu'à mon avis, j'ai l'impression que je suis pas la seule. Et l'actualité de ces derniers jours nous montre que c'est quand même... Mais je me dis, punaise, si on a les hommes politiques qu'on mérite, tu vois, là, ça commence... Franchement, je m'interroge vraiment sur ce que je vois. Parce que c'est pas très glorieux, donc j'ai même plus envie de commenter, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des sujets où, pendant très longtemps, j'évitais d'écouter l'actualité, parce qu'en fait, il y a des moments, ce monde me désespère. Donc le non-sujet, c'est effectivement quand je vois tout ce qui se passe, je me dis quand même, on est X milliards sur cette terre, on n'est même pas foutus, tu vois, de prendre soin les uns des autres, de se respecter les uns des autres. Entre un qui dit qu'il n'y a pas de problème avec notre planète qui part en sucette, l'autre qui est complètement, c'est Pol Pot chez lui, enfin tu te dis, mais c'est quoi ce monde, tu vois? Et à quel moment on respecte les êtres vivants de cette terre? Donc le non-sujet, tu vois, c'est hyper large, c'est le sujet what the fuck, tu vois. Où il n'y a pas de discussion, ou c'est même... Non, pas forcément, c'est plus où... En fait, le non-sujet pour moi, c'est quelque chose qui ne m'intéressera pas parce que je sens qu'il n'y a pas de possibilité de grandir. Ok. Tu vois. C'est tous les sujets où il y a un blocage, où il n'y a pas de discussion. Et je dis pas que moi, ouais, des fois, sur certains points, je peux être très verrouillée, tu vois, par rapport à ce que je peux penser, sur le politique. Mais voilà, c'est à partir où tu as un blocage ou que tu grandis pas quand même de la discussion, c'est un non-sujet, puisqu'il n'y a plus de sujet en fait. Donc là où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'apport mutuel pour grandir et pour sortir vers le haut. C'est ce fameux pas vers l'autre. Tu vois. Ok. En fait, le non-sujet pour moi, c'est le sujet qui en est quand ce que tu dis, il n'y a pas de pas vers l'autre, ou j'essaie pas de rentrer dans la réalité ou de comprendre l'autre, c'est bien. Et après, à l'inverse, moi, il y a des sujets, dès qu'on touche aux extrêmes, et ça me concerne, et j'assume complètement, j'ai un problème, tu vois, à discuter de ça. Parce que ça vient faire appel à des valeurs chez moi. Donc, ça va être difficile, tu vois, de se dire, je fais un pas et je grignote un bout de ma valeur. Là, je pense que c'est pas juste une discussion qu'il faudrait. Soit c'est un psy ou c'est un truc un peu plus profond, quoi. Sur les extrêmes. Ouais. Ok. Exact. On passe à la thématique suivante qui est avant de partir. S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en place? Qu'est-ce que tu aurais envie de ne pas regretter? Alors, je pense que je ne regretterai rien. Ok. Parce que je crois qu'à l'aube de cette vie qui doit se finir dans les quelques jours qui doit arriver, quelques mois, je fais en sorte de ne pas regretter en fait. C'est-à-dire, et c'est une manière pour moi, alors peut-être que j'essaie de me convaincre de ça, c'est que je n'ai pas envie de regretter, que le fait de dire ça, c'est que j'ai assumé tous les choix que j'ai faits, même ceux qui étaient moins cool, tu vois. Mais dans tous les cas, j'ai choisi à ce moment-là. Tu vois, cette décision, j'ai choisi, donc les conséquences sont moins cool, c'est les conséquences du choix. Et ce que je ferais, moi j'ai une culture familiale, tu vois, des réunions, des grands trucs. Je pense que je réunirais tous les gens que j'aime. Je ferais venir ceux qui sont à l'autre bout du monde. En fait, juste voir une dernière fois tous ces visages-là, ce serait génial. Ok. Vraiment. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais absolument accomplir avant de partir? Plus de voyages. Plus de voyages, évidemment, tu vois. C'est-à-dire avoir une forme de... avec mon amoureux, mes enfants, avec qui ils veulent, en fait. Tu vois, s'ils font louer un bus, j'en sais rien, tu vois. Mais moi, c'est ce côté un peu tribu. Tu vois, cette énergie que tu as dans la tribu avec les amis, la famille, quand tu te retrouves. Alors, c'est peut-être très méditerranéen et c'est lié aussi parce que, tu vois, j'ai vécu du côté de mon père, ma mère, on a toujours eu des grandes tablées. Donc, moi, ça me fait pas peur, les grandes tablées. J'adore ça, même si après, je suis morte. Mais ce côté tribu et accomplir des trucs, ouais. Et après, à l'inverse, tu vois, j'ai ma baguette magique et je me dis, si je peux rendre des choses plus douces à certaines personnes, évidemment que j'aimerais. Tu vois, la cause de l'enfance, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur. Je comprends pas, tu vois, qu'on puisse à un moment donné laisser des gamins sous des bombes. Je comprends pas qu'on puisse même lancer des bombes là où il y a des gamins, tu vois. Et que c'est pas un problème, en fait. Tout le monde regarde ça, c'est dommage. Et alors que chez moi, ça vient chercher quelque chose d'un peu plus violent, tu vois. Les enfants, c'est l'innocence. Alors c'est très tarte à la crème de dire ça, mais j'assume complètement parce que c'est quand même une réalité. C'est-à-dire aujourd'hui aux infos, on te filme des gamins complètement et c'est ok, quoi. Non, c'est pas ok, parce qu'en plus on n'en fait rien de cette info-là. Ça nous fait quoi, tu vois Ça devient une information banale. Ouais, et juste après tu vas voir l'influenceuse bidule qui a fait ça et tu vois, tu te dis, mais on est en train de noyer le sujet alors que c'est un vrai sujet pour moi. Ok. On passe à la leçon de vie. Quelle est la leçon de vie que tu aimerais partager?
que c'est génial d'apprendre à se connaître et qu'il faut oser le faire. C'est pas une question de courage, mais par moments, c'est bien de regarder en face ce qui est OK pour nous, ce qui l'est pas, et de se dire si ça l'est pas, est-ce que j'ai envie de le changer? Et si j'ai pas envie de le changer, c'est moi et il faut que je fasse en sorte de l'assumer. Parce que si je l'assume pas et que je culpabilise d'être comme ça devient compliqué, je suis pas très alignée. Dans le rapport à l'autre? Dans le rapport à l'autre, avec moi-même. Ok. Parce que des fois aussi, j'appelle ça moi les tests Marie-Claire, là, tu sais, où c'est alors quel type de personnalité êtes-vous? Et tu coches les trucs. Et en fait, c'est pas du tout ce que t'es, mais tu t'aimerais être ça, tu vois. Alors que finalement, est-ce que c'est si important? Mais dans le rapport à l'autre, du coup, parce que ta réponse était, ta plus grande leçon de vie, c'était justement d'aller vers l'autre et d'aller à la rencontre de l'autre. Alors, d'aller à la rencontre de soi-même. Ok. Je pense que c'est presque la question philosophique de c'est quoi ma place dans ce monde, quoi, tu vois. Et la rencontre avec l'autre te permet la rencontre avec soi-même. Exact. Je pense qu'on est des êtres, liés par du lien, tu vois. Et ce lien, il te fait grandir tout comme il fait grandir l'autre. Donc, c'est quel regard je pose sur moi. Donc, tu as le côté un peu introspectif du sujet. Et après, il y a cette introspection, comment je la confronte finalement avec aussi ce que l'autre, soit il voit de moi, ou ce que je peux lui apporter de ce que je vois de lui. Et il en fait après ce qu'il veut. Mais c'est toujours intéressant, tu vois, d'avoir... Il y a des fois ce que tu penses être, ou tu penses te comporter, et en face, tu te rends compte, et c'est pas une question de l'émetteur, le récepteur en communication, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ce que l'autre perçoit de toi vraiment. Ce que tu lui fais ressentir. Pas l'analyse froide du sujet. Ça me fait penser à l'élément humain de Schultz, sur la différence entre ce que tu penses être, ce que tu penses dégager, et ce que du coup la personne reçoit. Tu vois, et par moments, tu vois bien dans les discussions que tu peux avoir, c'est « Ah mais tu m'as dit ça comme ça voulait dire que… » Donc là, t'es dans la… Alors que toi, tu dis « Pas du tout, je voulais pas dire ça comme ça, c'est pas ça que je voulais dire. » Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a cette espèce de le tabouret à piano, tu vois, qui est pas du tout aligné, et qui a peut-être ce petit besoin de… Et qu'est-ce qui va nous permettre? C'est de discuter et que l'autre, il soit ouvert à cette discussion. Et ce lien qu'il y a. Les gens dont tu te fous, finalement. Ce qu'ils pensent de toi, tu vois, c'est pas… Mais quelqu'un que t'aimes, ou que t'apprécies, ou que t'estimes, son avis, il peut être important. Ça veut pas dire que c'est gravé dans le marbre, tu vois, ou qu'il a raison. Mais en tenir compte, faire preuve d'écoute, déjà, c'est pas mal. Ok. Pas après pas. Question à un inconnu. C'est à ton tour de poser une question à un inconnu. Ah. Qu'est-ce que tu aimerais poser comme question? Qui aimerais-tu inviter à ton prochain dîner? C'est très bon ça. Qui aimerais-tu? Et ça peut être des personnes physiques, réelles ou mortes. Tu as le choix. Amuse-toi. Qui aimerais-tu inviter à ton prochain dîner? Normalement, elle sera posée demain. Super. J'ai hâte d'entendre la réponse. On passe au titre de l'épisode. J'ai pris le parti de laisser mes inconnus. J'ai décidé de laisser pas. Je vais la refaire. J'ai pris le parti de laisser mes invités choisir le titre de notre épisode. Est-ce que tu peux me donner 2-3 mots sur ce que tu viens de me raconter, sur ce qu'on vient de vivre, pour le titre de notre épisode? Il m'appelle, lui. J'ai envie de te dire Au soleil. Au soleil? Est-ce que tu peux me le faire en chanson ou pas? Au soleil, m'exposer un peu plus. Alors, je ne suis pas du tout fan de Jennifer. Je tiens juste à préciser que ce n'est pas dans mes goûts, même si je respecte énormément l'artiste qu'elle est. Ok, très bien, c'est noté. Et j'essaierai de mettre un petit soleil sur un emoji soleil, si tu veux. On va passer à la prochaine phase qui est « Je n'ai jamais autant rigolé lorsque… » Lorsque je fais ce podcast avec toi, tu vois, si on est dans le moment, là, depuis tout à l'heure, on fait que rigoler. Et que c'est plutôt sympa. Non, j'ai pas, franchement, je te promets, j'ai pas de… Je la tentais, je la tentais entre deux. Non, tu l'as tenté, mais je te promets, j'ai bien souvent, où c'est, tu vois, je peux rire, par exemple, quand j'ai une… Alors voici, j'ai des exemples. J'ai un exemple qui n'est pas exact, mais c'est une situation où je rigole souvent toute seule. C'est quand Avant, je travaillais sur Paris et j'avais une nénette qui est devenue une super amie, qui était ma directrice marketing. Et en fait, on s'envoie, mais en permanence, des réels Insta ou des trucs de TikTok sur le monde du travail, sur nos boss, sur des situations, mais qui sont toujours extrêmement cocasses. Et la dernière qu'elle m'a envoyée, c'était, je crois, le truc… comment il s'appelle Machin et Liliane, là… Et l'autre, elle dit « Ah, super, tu sais, je t'ai fait des crêpes et tout aujourd'hui. » Elle dit « Ah oui, alors il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'œufs. » Et sa copine dit « Ah bon, mais il te reste quoi? Le rhum !» Tu vois, et voilà. Et donc, on a rigolé pendant je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, tu vois, c'est une des grosses barres, mais
Entre-temps, elle m'en a envoyé 15, c'est celle dont je me rappelle, parce que on aime bien faire la fête et qu'on a ce côté festif toutes les deux. Donc, voilà. Donc tu vois, c'est pas foufou. Mais c'est drôle. Mais ça peut être drôle. Mais je te l'enverrai du coup, comme ça tu verras. Tu verras ce que c'est. J'essaierai de la partager du coup avec nos auditeurs. On passe à la dernière question. Et la dernière question de ce podcast est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? T'as vu, j'ai tenu quand même. Oui. Bravo. Je m'appelle Karine Peter, épouse des Rosiers, puisque je suis une jeune mariée. J'ai souhaité te recevoir ici. On est à l'IRCE, c'est l'Institut Régional des Chefs d'Entreprise. Et pourquoi c'est un lieu qui m'est cher? Déjà parce que j'y passe beaucoup de temps, puisque c'est mon lieu de travail. Et que ça vient... je travaille là-dessus sur un sujet qui est important, c'est comment je peux accompagner au mieux les dirigeants de notre beau territoire à être encore... à mieux se sentir dans la posture de dirigeant. Donc on fait de la formation pour les chefs d'entreprise. Voilà qui je suis sur la partie boulot, et sur la partie plus perso, j'ai une vie rock'n'roll de maman, de famille recomposée, avec des ados, donc c'est très sympa, mais ça peut être très énervant aussi, donc pour ceux qui ont des petits-enfants, profitez-en. Comme disait mon pédiatre, petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, grands soucis. Et je suis quelqu'un qui est plutôt... je suis plutôt bien là, je suis bien dans ma vie. Je suis plutôt joyeuse et je suis pas la reine des blagues, elles sont plutôt pourries en général, mais si jamais vous avez un sujet, vous pouvez m'appeler. Non, voilà qui je suis, j'ai 48 ans et j'ai trouvé cette rencontre avec Arnaud plutôt intéressante. Ok, merci beaucoup. Comment t'es venue à l'IRCE? Comment je suis venue à l'IRCE? C'est l'IRCE qui est venu à moi. J'ai fait l'IRCE il y a 10 ans. Quand j'ai créé ma boîte et que j'ai revendu au moment de ma séparation, et j'étais restée en contact avec l'équipe, et que je trouve que la mission de l'IRCE, c'est une association, on est financé par la région Sud, d'accompagner les dirigeants à développer une posture de dirigeant, développer leurs compétences pour qu'ils puissent pérenniser leur boîte, etc. En stratégie d'entreprise, bien sûr, parce qu'on parle à un niveau stratégique, on n'est pas sur la formation métier. Me nourrissait pas mal par rapport aux différents postes que j'ai eu avant, où j'étais en direction commerciale dans des groupes privés cotés en bourse, avec une autre approche de la performance et l'accompagnement client, comme on dit. Mais c'est très chouette. Et puis, tu as vu l'endroit. C'est très très beau. On n'a pas à se plaindre quand même. Donc, venir travailler tous les matins n'est pas du tout un problème. C'est même une source d'épanouissement personnel, puisqu'en plus, on a une très grande liberté à l'IRCE. Donc, on est une petite équipe. Donc, on fait plein de choses différentes. Et c'est un peu l'avantage, et c'est ce que moi, en tout cas, je recherchais à 48 ans. Comme ça, tout le monde a bien compris que j'avais 48 ans. T'as un point avec ton âge ou pas? Non, pas du tout. J'adore mon âge. Mais qui montre juste, tu vois, la progression de se dire aujourd'hui, pareil, j'ai 25 ans, je vais être manager, je vais avoir un super boulot, j'ai un truc. Là, aujourd'hui, tu peux avoir plein de choses et être OK avec toi. C'est ça un peu, je pense. Hein. Tu vois, je pense que se sentir bien dans sa vie par rapport à ses propres critères, pas par rapport à des critères qui ont été définis. Genre, t'as réussi ta vie si t'as un bon boulot, machin, t'en sais rien en fait. T'as réussi ta vie si déjà toi, t'es bien dans ta vie. Quoi. Et le reste, les autres qui pensent déjà pour eux-mêmes vont penser pour les autres. On revient à la maturité, quoi. C'est ça. Moi, je me dis à la fin de ma vie, j'ai juste envie que ce soit OK. Tu vois, je dis souvent, tout à l'heure je dis j'ai pas de regrets, mais quand je dis j'ai pas de regrets, c'est que tu vois, aux derniers instants, là, tu sais, où tu sens que tu pars, là, tu sais, t'as les pieds devant, entre guillemets. Moi, je veux juste me dire, ouais, c'était cool. Alors, je sais pas si je le dirais comme ça. Ça se trouve, je pourrais plus parler, j'aurais perdu ma tête, je sais pas, mais tu vois, me dire, c'était cool ma vie, tu vois, elle était belle cette vie. J'ai eu cette chance d'être aimée, d'aimer, d'avoir fait des trucs super. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais j'ai une belle vie. Et j'ai cette chance-là de l'avoir pu. Tu vois, enfin, je suis pas certaine que tout le monde puisse se dire ça aujourd'hui. Donc, c'est au moins respecter cette énergie qu'il y a autour et qui nous permet de respirer. Et pour toutes ces personnes qui sont pas justement dans cette veine, alors tout à l'heure on a échangé sur ta meilleure leçon de vie, est-ce que tu as un truc à leur donner, autre que la leçon de vie qui est de communiquer, C'est pas toujours évident de se regarder en face, et si on n'y arrive pas, c'est de se faire aider. Si on a le souhait, hein, parce qu'une fois de plus, tu peux pas changer si tu décides pas de changer. Ça, pour le coup, je pense qu'il y a un vrai sujet, et c'est en ce sens où, avec le yoga, on a ce moment un peu où on n'est plus vraiment aligné sur le côté méditation statique. Moi, je pense que l'énergie, elle vient du mouvement. Tu as le souffle et tu as le mouvement. Donc l'énergie, pour moi, elle vient du mouvement. Et si tu te mets pas en mouvement et donc en action, à un moment, c'est compliqué. Donc juste décider de faire quelque chose ou de dire j'ai envie, mais
Donc, alors, je ne sais plus si c'est Bouddha ou le Dalai Lama, il dit, tu vois, si tu veux, pareil, tarte à la crème, la phrase, parce que je pense que tout le monde l'a entendu, mais si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Et je pense qu'il y a un vrai sujet. Ouais, je vais changer. Non, mais ça, faut que je change, ouais. Ouais, faut que je le change. Ok, et maintenant on fait quoi pour changer? C'est quoi la prochaine étape? Et c'est ça, c'est ce pas-là qui est le plus difficile. Mais je pense que quand on le fait, après c'est très valorisant, puis on est heureux, tu vois, de se dire, j'étais déjà pas bien, puisque je dis qu'il faut que je change. Le changement, c'est compliqué. Mais là où je suis arrivée, finalement, c'est peut-être un peu mieux que là où j'étais avant. Donc finalement, c'était pas si douloureux. Donc qu'est-ce qui va rester? La satisfaction d'être bien maintenant, et l'effort que ça m'a coûté, peut-être un peu moins. Je me dis... C'est ma petite psychologie comptoir à moi, quoi, tu vois. Merci de l'avoir partagé. Avec plaisir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? T'es sûr? On remet une pièce. Non, ça va. Je pense que c'est bien. Après, c'est vrai que c'est très agréable ce genre de discussion, je trouve. Et de parler d'autres choses, tu vois, que du quotidien. Et je pense que c'est une des vertus de ton podcast, c'est d'interroger les gens sur ce qu'ils pensent. Et même si des fois, à un moment donné, on va peut-être se retrouver sur une forme de pensée commune, c'est chouette en même temps. De se dire que de manière isolée, ça converge, tu vois, vers quelque chose de commun. Je pense que pour toi, en tant que créateur de contenu, c'est hyper intéressant. Et pour nous, de se dire, on n'est pas tout seul finalement. Ça y aura dans la norme, on est foutu. Non, je rigole. Non, c'est super chouette et j'ai rien à rajouter si ce n'est de continuer à discuter. Puis d'avoir ce genre de discussion finalement avec les gens qu'on aime, c'est peut-être intéressant. Je vais te prendre ton dé d'ailleurs. Merci Karine, merci beaucoup Karine pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez autant apprécié que moi mon échange avec Karine. Je vous invite à partager, à commenter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Karine. Merci à toi. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure. Et je ne sais pas comment je vais terminer. Une belle journée. À très bientôt. À la semaine prochaine. Écoute, ils trouveront. J'espère pour eux. Ah si, quand même, tu communiques, c'est bien. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.